qu'est-ce que vous donnez comme élément pour introduire ce texte? Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un extrait de l'œuvre d'Alfred de Musset, auteur du XIXe siècle, « On ne badine pas avec l'amour ». Cet extrait, il s'agit de... Donc, la toute fin, parce qu'il faut quand même préciser que c'est vraiment les derniers mots de l'acte 2, scène 5, d'accord? C'est-à-dire que l'acte et la scène se terminent sur ces mots-là. Oui, que l'extrait, du coup, c'est la scène où Camille révèle enfin, avoue enfin, les motifs qui lui ont fait refuser le mariage avec Perdiccas. Et c'est essentiellement le fait d'avoir peur de souffrir de l'infidélité possible de Perdiccas. Donc, du coup, lecture expressive qui vous amène à réfléchir, bien évidemment, à mouvement et enjeu. Vous me faites peur, la colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles, elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pis encore, le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font, de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon, comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main, tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance, et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé, elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles, ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous proposez pour les mouvements, tant pour les découper que pour les titrer, et puis également pour, il faut que je reprenne le texte sous les yeux, pour l'enjeu. Parce qu'on est d'accord qu'on va bâtir sur le fait qu'il y a deux tirades, et donc il y a les petites répliques de Camille qui sont là en relance. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a dans la première? D'accord, donc effectivement, une première tirade qui va plutôt être très accusatrice, d'accord, à l'encontre des nonnes, à l'encontre du discours religieux, à l'encontre de cette éducation religieuse qui a été faite à Camille et qui finalement la détourne de la vie, d'accord, qui l'enferme, la mettre sous un masque de plâtre de manière figée avant même d'avoir vécu, d'accord. Et plutôt une deuxième tirade où il y a un constat que l'homme est imparfait, l'homme et la femme d'ailleurs, mais il y a quelque chose de plus positif. Qu'est-ce qu'il essaye de défendre, si on devait le ramener à une thèse argumentative? Parce que la tirade, c'est une longue réplique qui a toujours plus ou moins un but argumentatif. Qu'est-ce qu'il défend comme idée? Exactement, donc il faut accepter le bon comme le mauvais, il faut accepter la souffrance pour aussi accéder à cette chose sainte et sublime que peut aussi être l'amour. D'accord? Donc il y a quelque chose où il demande effectivement à accepter les hauts et les bas. Du coup, le but du texte. Oui, d'accord. Donc effectivement, proposer une fin de texte, une fin d'acte, une fin de scène qui est là pour défendre une certaine vision du monde et de l'amour en général, en accusant ceux qui ne veulent pas y croire et en défendant effectivement ceux qui pourraient y voir malgré tout du positif.
Je vous montre juste ça là. Pour que vous ayez quand même quelque chose d'un peu carré. Donc un enjeu, défendre une certaine vision de la vie et de l'amour. Donc pour le premier mouvement, ligne 1 à 12, un réquisitoire contre l'éducation religieuse des couvents qui a dénaturé Camille du point de vue de Perdiccas. La plaidoirie en faveur de l'amour malgré les douleurs et les imperfections. Ce qui fait qu'avec réquisitoire et plaidoirie, on a les deux aspects de ce type de discours quand on attaque et quand on défend. On est d'accord qu'effectivement ça pourrait parfaitement aller dans la dissertation avec cette idée qu'il émet une opinion argumentée, quelles sont ses convictions profondes, quelles sont ses convictions sur le monde et la vie qui correspondent effectivement à ce qu'il a dans le cœur aussi. Donc oui, on pourrait parfaitement aller sur une parole argumentative au service de ses convictions profondes. Alors c'est parti pour le premier mouvement et ce réquisitoire qui néanmoins s'ouvre par cette toute petite réplique de Camille. Vous me faites peur, la colère vous prend aussi. Qu'est-ce qui nous intéresse là rapidement dans juste la petite réplique de Camille? Alors il y a effectivement une ascendette, d'accord, qui va mettre en valeur quoi au cœur de l'ascendette? Deux sentiments, d'accord. Vous me faites peur, la colère vous prend aussi. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment qu'elle attribue à Perdiccas et un sentiment qu'elle s'attribue à elle. On est plutôt sur un moment de tension, justement parce qu'il y a ascendette et qu'on souligne ces deux sentiments-là. Et cette idée qu'on est bien en bout d'acte, en bout de scène, et que c'est quelque chose qui déjà a enflé pour en arriver à cette tirade-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé la scène par un tel réquisitoire, une telle plaidoirie. C'est parce qu'ils ont échangé quand même depuis plusieurs pages. Oui, c'est vrai qu'il y a un contraste sur le fait « vous me faites peur », elle continue de « vous voyez son cousin », alors que lui, il a plus de familiarité avec le tutoiement. Exact. Ils sont peut-être pas tout à fait sur un pied d'égalité. Et les tirades, mine de rien, là, elles sont quand même aussi assez écrasantes, peut-être. En tous les cas, il a besoin d'affirmer de manière très virulente les certitudes qu'il a. Il y a quelque chose où il ne veut pas déroger à ses convictions. Mais d'où le fait, je rejoins ce que disait Oumnia, hein, que ça peut aller dans la dissertation qu'on traitait tout à l'heure sur cette idée, pour être aussi développée, c'est que c'est ses convictions profondes et que cette parole révèle vraiment ce en quoi il croit et ce qu'il veut dénoncer à tout prix. Alors, si on regarde juste sur les trois premières lignes de la tirade. Sais-tu ce que c'est des nonnes, malheureuses filles, elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles ce qui a pis encore, le mensonge de l'amour divin, savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Qu'est-ce que vous remarquez dans ces trois lignes? Et comment est-ce qu'on voit effectivement immédiatement la critique? Mais tout de suite, triple question rhétorique. Qu'est-ce qu'on souligne en plus dans les questions? Oui, que il va attaquer ce groupe de femmes des couvents qui prend en charge l'éducation des jeunes filles, et effectivement cette idée qu'elles sont enfermées entre elles dans un certain milieu avec certaines convictions qu'elles vont imposer aux autres. Donc je suis d'accord que le pluriel sur des nonnes, et puis ensuite le savent-elles des paroles de femmes, et j'en ai perdu un. Oui, elles, voilà. Donc effectivement, il souligne à quel point c'est un groupe de femmes au pluriel qui met la pression à certainement plusieurs jeunes filles, mais en l'occurrence à elle, Camille. Donc certainement, effectivement, cette trop grande autorité provoquée par le pluriel. Ça va, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre quand même lié aux questions? Il y a le verbe savoir. D'accord? Donc on a effectivement un sais-tu qui est là en tête de phrase, qui rebondit sur le savent-elles, donc avec le fameux pluriel des nonnes, et qui rebondit une autre fois ici en tête de question avec savent-elles. Pourquoi répéter trois fois dans les trois questions rhétoriques cette question du verbe savoir? Sais-tu, savent-elles, savent-elles? Qu'est-ce qu'il est en train immédiatement de critiquer? Oui, il remet en cause l'espèce de savoir préétabli, d'accord, que ces femmes des couvents posent comme une vérité. Sauf que effectivement, il est en train de remettre en cause que peut-être c'est une vision qui est trop fermée parce que limitée à l'univers des couvents, limitée à l'éducation religieuse. Exactement. C'est plutôt la manière dont elles pratiquent et la manière dont elles ferment les savoirs, comme elles prennent l'autorité sur les jeunes filles et qu'en fait elles ne les laissent pas libres de choisir.
comme si on leur imposait un savoir qui va les figer dans une certaine position. Comment est-ce qu'on voit aussi qu'il y a de la critique? Exactement, d'accord, avec l'apostrophe malheureuse fille, tout de suite il y a cette idée que c'est un savoir qui provoque le malheur. Donc l'apostrophe qui marque à la fois la colère, mais qui marque aussi cette idée que les savoirs prodigués par les nonnes posent problème. Oui, alors, dans celle-ci, effectivement, il y a cette question du mensonge. Qu'est-ce qu'il y a pour mettre en valeur l'idée qu'ils considèrent que les savoirs inculqués dans les couvents relèvent du mensonge? Alors, il y a le fait que ça se répète mensonge, on est d'accord? Mais il y a l'amour divin, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, l'amour des hommes. Bon, c'est parce que je ne peux pas faire des petits ronds quand je suis... Qu'est-ce que c'est ça du coup comme figure de style? Alors c'est pas tout à fait parallélisme parce qu'il y a l'amour qui est aux extrémités et mensonge qui est au cœur. Un chiasme, d'accord? Ça va pour tout le monde, chiasme? Et donc le chiasme va vraiment venir attaquer ce savoir inculqué dans les couvents. Et puis après, vous avez dit aussi que donc, comme vocabulaire très fort, il y a cette idée de crime. Pourquoi celui-ci il est très fort? À une forme d'illégalité, d'accord? À l'idée qu'on est coupable de quelque chose et que s'il y a un coupable, il y a également des victimes. Oui, parce que ça renvoyait au péché, du coup à une gravité qui, au regard de la justice des hommes, montre bien que c'est l'intensité de la gravité de ce qu'elle profère, mais également le crime qui renvoie au péché si on reste dans le domaine religieux. Et forcément ce mot sera à mettre en relation ensuite avec d'autres termes qui viendront sur la manière dont Perdiccas juge effectivement les religieuses. D'accord? Si on reprend sur la ligne 4, d'accord, quelques ajouts qui nous manquaient. Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femmes? Quel est le crime du coup qui est reproché? Ok, donc il y a une opposition entre le terme une vierge, d'accord, et des paroles de femmes, d'accord, avec cette catégorie, de celle qui a plus de maturité, celle qui a plus d'expérience. Et donc effectivement, la vierge renvoie à cette idée d'une innocente, de celle qui est encore jeune dans la vie, et donc à qui il manque des expériences. Exactement. Il y a quelque chose où on empêche les jeunes filles de se faire leur propre expérience. Et que du coup, on génère une forme de peur qui va les empêcher de se lancer dans la vie. Ce qui revient à ce qui arrive à Camille. Quand elle dit « j'ai peur de souffrir », c'est parce qu'elle a entendu le discours de Sœur Louise, qui a tellement souffert, qui est tout le temps en train de parler de sa souffrance, que plutôt que de risquer de souffrir comme Sœur Louise, elle préfère mettre à distance la vie, l'amour, les expériences. Donc en fait, ce que reproche Perdiccas par cette opposition-là, c'est de les maintenir dans un état où elles ne peuvent pas vivre leur vie, où elles ne peuvent pas avoir d'expérience. Ça, c'est porté par l'opposition. Qu'est-ce qui montre aussi qu'il considère que c'est une forme de manipulation? Ouais, c'est ce verbe chuchoter, d'accord? Venir chuchoter à une vierge. Pourquoi chuchoter, ça serait de l'ordre de la manipulation? Donc déjà, effectivement, parce que ça donne cette image de secret, de il ne faut pas faire de bruit avec tout ça, il faut se le dire entre nous, mais en fait, il y a quelque chose, du coup, comme c'est pas ouvert, comme c'est pas flagrant, ça devient quelque chose qui devient insidieux, comme une manipulation. Du coup, après ces trois questions, Perdiccas. 5-6, A comme elles t'ont fait la leçon, comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Qu'est-ce qu'on remarque sur ces deux lignes-là? Après les interrogations, les exclamations. Quel est le but de l'exclamation ici? Donc effectivement, c'est exprimer plus fort son opinion, y rajouter de l'émotion. Et quel type d'émotion? Ok, donc de la colère qui avait été soulignée effectivement par Camille, d'accord, dès la ligne 1. Donc cette colère, elle s'inscrit dans les questions enchaînées, dans le fait qu'il est sur la tirade, puis ensuite dans l'exclamation. Comme elles t'ont fait la leçon, comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Qu'est-ce qu'on peut dire du contenu de ces deux exclamations? Alors effectivement, d'abord il prend toutes les religieuses dont il a parlé précédemment avec toujours ce pluriel que vous aviez souligné, et puis après il spécifie dans un deuxième temps avec le portrait de notre vieille tante. C'est quoi cette histoire du portrait? Exactement, d'accord? Tout le monde se souvient, acte 1, scène 2, les retrouvailles ratées, précisons tout de suite ratées, parce qu'il y avait l'espoir des retrouvailles pour le baron, mais ça rate puisque Camille refuse d'embrasser son cousin, et physiquement, effectivement, on a la didascalie qui fait qu'ils se séparent sur scène, elle se plantant devant le portrait de la vieille tante qui a été une religieuse, et en louant cette vieille tante
sachant que le baron il dit en même temps, oui, enfin bon, elle a servi à rien, elle n'a pas donné de descendance à la famille. Donc il y a déjà aussi ce portrait qui a servi à marquer une opposition entre la vie monacale et puis la vie où on va se marier et entretenir la lignée comme le voudrait le baron. Et puis il y avait Perdiccas qui était effectivement face à son héliotrope. On est un peu sur faire la leçon, c'est aussi inculquer une certaine morale, d'accord? Et donc inculquer une certaine morale, où est-ce qu'on aurait déjà vu ça? Comme de par hasard dans un autre texte bac. Oui, alors sur la liberté de jeunes filles en général. Je vous rappelle que Dame Pluche, dans notre acte 1, scène 3, deuxième mouvement, d'accord, il y a toutes ces formules très générales qui sont avec le présent de vérité générale pour dire comment une fille doit se comporter. Donc finalement, le comme elles t'ont fait la leçon là, ça renvoie un peu à toutes ces espèces de préceptes moraux inculqués par les nonnes pour avoir la bonne éducation, mais donc de leur point de vue. Et comment est-ce qu'on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui écrase Camille? Ah, comme elles t'ont fait la leçon, les nonnes sont donc le sujet et Camille se retrouve ici dans le pronom qui est ici COI, mais donc complément d'objet, c'est-à-dire soumise à l'action des nonnes. On notera donc que la leçon est COD, Camille est COI et que ce sont bien les religieuses qui imposent leur leçon. Mais donc, les interrogations, les exclamations, et là on a une nouvelle phase. Comment sont construites les lignes qui suivent? Tu voulais partir sans me serrer la main, tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde ton larme. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plate que les nonnes t'ont plaqué sur les joues, me refusait un baiser de frère, mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Donc on est de la ligne 6 à la ligne 10, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc la différence effectivement c'est que là, il a insisté sur la manipulation et l'endoctrinement dont elle serait finalement victime, en n'ayant pas suffisamment vu, en n'ayant pas suffisamment eu conscience qu'elle était endoctrinée ou manipulée. Mais là, effectivement, il remet au centre Camille avec cette idée qu'en fait, elle avait le choix et qu'elle pouvait le voir. Et que certainement, elle n'est pas qu'une victime, mais elle est aussi finalement accusée d'avoir laissé faire, accusée d'avoir adhéré, accusée. Donc elle ne lui donne pas tout à fait la même place. Comment est-ce qu'on voit effectivement qu'il l'accuse? Il y a beaucoup de tu. Exactement. Il y a le tu qui devient finalement très accusateur et qui cette fois-ci est en position de sujet la plupart du temps. Donc on a le tu voulais, je crois qu'on les a tous. Mais donc effectivement, il redémarre avec quelque chose qui est beaucoup plus accusateur sur le fait qu'il replace Camille en position de sujet. Comme si effectivement elle avait la liberté, si elle avait le choix, si elle pouvait réfléchir par elle-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui devient accusateur du fait des 6 lignes et du fait qu'on a une seule, des 4 lignes entre la ligne 6 et la ligne 10 et qu'on est sur une seule longue phrase. Alors déjà, effectivement, il y a des ascendettes, d'accord, avec cette idée qu'on va faire se percuter les différentes propositions. Au bout d'un moment, il va quand même mettre un petit mais, parce que ça fait beaucoup sinon d'ascendettes. Et donc il y a quelque chose effectivement d'un rythme très élevé avec des ascendettes et qui pourrait même aller sur une forme d'énumération ou accumulation de reproches. D'accord? Il énumère les reproches, il accumule les reproches, on est un peu entre deux, qui fait que vraiment il charge. Alors, dans le détail, tu voulais partir sans me serrer la main, tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes, tu reniais les jours de ton enfance, et le masque de plate que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Il y a une première phase jusque-là, parce qu'après, dans le discours, on est d'accord qu'il y a le « mais » qui va marquer une différence. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans la première partie des accusations? Il n'y a que des négations. Et à nouveau, bonheur de l'examinateur qui sait qu'il a la négation à son programme et qui peut poser des questions. Hein? On a la palette. Allez, dites-moi la palette des négations. Donc, effectivement, dans la totalité de nos propositions indépendantes, il y a systématiquement au moins une négation. D'accord? Du coup, il est où le reproche avec ces négations? Exactement, ça veut dire qu'il accuse l'éducation religieuse d'être une éducation de la privation, du fait de se tenir en dehors de la vie, de se tenir en dehors de tout ce qu'il peut y avoir de l'ordre aussi de la sensation, d'accord? On va y revenir peut-être sur le champ lexical, et puis même on va être dans la négation des souvenirs personnels, donc ce qu'il avait déjà reproché précédemment. Mais si on couple justement avec des champs lexicaux qu'on aurait déjà vu dans le texte bac précédent, et donc tout ce qui, selon Perdiccas, fait la vie, et qui fait du coup même le sel de la vie, qu'est-ce qu'on remarque? Elle se
pris effectivement des sens avec le toucher sur me serrer la main. Alors effectivement il y a le revoir qui est entre la vue mais aussi l'idée de souvenir, d'accord, d'accepter justement cette nostalgie qui est propre à Perdiccas et cette idée d'accepter les souvenirs heureux. Ok. Les jours de ton enfance, donc renier le passé. Le baiser de frère. Donc il y a effectivement un refus du toucher, serrer la main, c'est ce qu'elle a refusé, acte 2, scène 1, d'accord, quand il se revoit et qu'il lui dit d'accord, on va pas se marier, mais au moins serre-moi la main et restons amis, et je vous rappelle qu'elle refuse. Mais acte 1, scène 2, elle avait refusé le baiser que du coup le baron avait réclamé. Donc en plus ça fait référence à ce qui s'est déjà passé. Donc elle a refusé tout contact physique, d'accord. Elle a refusé effectivement toutes les balades qui avaient été proposées, acte 1, scène 3, confère un autre texte bac qu'on aurait travaillé. Hein. Il y a des connexions, d'accord. Donc elle a refusé de reparcourir le domaine et donc d'essayer d'être dans ces sensations de revoir la beauté de la nature ou la beauté des souvenirs. Et donc beauté des souvenirs, c'est aussi ces jours de l'enfance. D'accord. Et puis tu disais, cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes, ça c'est quel champ lexical qu'on aurait déjà... Alors il y a la nostalgie d'une part, et puis cette nature, ce côté bucolique qu'on avait dit du domaine, donc la pauvre petite fontaine. Il y en a un autre à relever, le bois. Et même ce bois, parce qu'il peut le désigner, parce que vraisemblablement, justement, ils se sont extraits du château. Camille, elle a donné rendez-vous à Perdiccas pour cette scène 5, à côté de la petite fontaine de leur enfance, pour être dans un lieu qui leur est cher, et un lieu qui est écarté du château, peut-être pour avoir enfin la liberté de se parler sans personne. Là, on est d'accord que personne n'est en train de les épier. Hein. C'est juste entre eux deux, pour se dire les choses vraiment. Contrairement à l'acte 1, scène 3. Mais la petite fontaine qui a été choisie par Camille comme lieu de rendez-vous, forcément, là, il y a quelque chose qui s'amplifie pour Perdiccas. Cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Allons-y pour les procédés qui vont, du coup, insister sur ce lieu fondamental. Hypochoristique. Ok, donc, double adjectif antéposé pour insister sur l'émotion de Perdiccas attachée à ce lieu-là, et vraisemblablement par Camille qui essaye de le cacher, puisque c'est elle qui a donné le rendez-vous. Et alors après, qui nous regarde tout en larmes, soyez heureux, parce que vous adorez les personnifications, et en fait, il n'y en a pas si souvent que ça, mais là, c'en est une. Hein, qui nous regarde tout en larmes, là, pour le coup, oui, on assimile l'eau qui coule de la fontaine à des larmes, comme si elle avait ses émotions. Donc il y a quelque chose où même les émotions de Perdiccas se transposent, d'accord, de la même manière que l'attachement avec les adjectifs hypochoristiques se transpose ici. Peut-être juste s'intéresser à « tu reniais les jours de ton enfance ». Ce verbe « renier », qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors il y a quelque chose qui est lié en fait à une forme de croyance, et d'une croyance ensuite qui cesse, qui peut basculer vers autre chose. Mais si je dis croyance, c'est-à-dire qu'on rentre dans quel type de domaine? Dans le domaine religieux. Effectivement. Et renier, qu'est-ce qu'on peut renier d'habitude? L'existence de Dieu, d'accord? Ou on peut effectivement aussi renier sa religion si jamais on faisait une conversion vers une autre, d'accord? Ce qui est le principe, pendant les guerres de religion, on demande aux gens publiquement de renier la mauvaise religion pour retourner dans la bonne. Donc en fait, il y a cette espèce, forcément, comme on est dans un discours justement qui est contre l'éducation des couvents, il y a quand même cette espèce d'écho religieux dans le fait de renier. Mais dans ce cas-là, si Camille renie son enfance, ça veut dire qu'elle se convertit au discours religieux qui va venir effacer la croyance qu'elle aurait pu avoir initialement sur le fait qu'elle a apprécié cette enfance, qu'elle a apprécié les souvenirs heureux. Et donc en fait que c'est cette conversion de croyance que Perdiccas n'arrive pas à comprendre depuis l'acte 1 déjà. D'où l'importance du verbe. On termine avec la dernière image. Le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Ok, donc effectivement, masque de plâtre, en réalité on est sur une métaphore qui reprend cette idée de tout ce qui a été inculqué par les religieuses, d'accord, et qui devient tout cet endoctrinement un peu sclérosant, un peu figé, d'accord, avec l'idée que c'est quelque chose qu'on plaque sur Camille, alors que peut-être à l'intérieur il y a autre chose, mais qu'en fait on va la figer dans une certaine posture, dans une certaine croyance et dans une certaine image sociale de la jeune fille, bien comme il faut, selon l'éducation des nonnes, quelque chose qui devient du coup un peu faux, un peu travesti, peut-être effectivement un peu théâtral, comme si elle jouait un personnage.
elle joue le personnage de la jeune fille vertueuse et dévote. Alors pourquoi lui impose? Par rapport à ce qu'on aurait mis en bleu. Le COD, d'accord? C'est-à-dire que le sujet, c'est bien le masque de plâtre, et donc effectivement, Camille se retrouve à nouveau en position de COD, l'objet de ce masque qu'on lui impose. D'où le fait qu'on revient à cette critique, effectivement, de cette autorité des nonnes, de cet endoctrinement des nonnes qui est imposé aux jeunes filles qu'elles ont à éduquer. D'accord? Comment est-ce que le côté figé, en fait, on l'avait aussi depuis le début? Si on regarde juste, pour finir là-dessus, sur le temps des verbes. Oui, c'est tout à l'imparfait, d'accord? Donc tout l'imparfait, voulait, ne voulait pas, d'accord? En plus avec l'opposition on l'avait dit, renier, refuser, donc tous ces verbes-là sont à l'imparfait. Ce qui va rajouter le caractère peut-être aussi figé. Par rapport à l'imparfait, si on bascule sur la fin donc de notre longue énumération accusatrice. Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. On est passé sur quel temps? Ok, passé composé. Quelle est la nuance du coup entre un imparfait et un passé composé? Oui, d'accord, la description, le côté figé, le côté véritablement qui est en arrière-plan avec l'imparfait, et puis malgré tout une action plus directe, plus immédiate, et donc somme toute plus active avec nos passés composés. D'accord? Exactement. C'est-à-dire que là où il a encore comme une sorte d'espoir que ce n'est qu'un masque et que ce n'est pas sa nature profonde, c'est cette idée que ça s'est peut-être en partie fissuré, d'accord? Que le masque s'est peut-être en partie fissuré parce que c'est bien elle qui lui a donné le rendez-vous pour venir à la petite fontaine. Alors que dans un premier temps, acte 2, scène 1, elle rentre dans l'acte en disant voilà, j'ai plus rien à vous dire, adieu, au revoir, voilà. Et ensuite c'est elle qui redéclenche par le message qu'elle essaye de faire porter à Dame Pluche, qui est plus ou moins d'accord, c'est elle qui redéclenche cette rencontre. Donc il souligne quelque part au milieu de sa colère qu'il voit bien, il essaye de la faire fléchir, il voit bien qu'il y a peut-être quelque chose encore à sauver chez Camille. Oui, donc parce qu'il y a cette métaphore du cœur. Exactement. C'est-à-dire que autant il y avait ce refus de toutes les sensations et de tous les sentiments précédemment, ici en revenant sur la métaphore du cœur, il montre bien, je termine là-dessus, il montre bien qu'effectivement, certainement, elle n'est pas complètement morte dedans, elle n'est pas complètement privée de sentiments. Et donc, il valorise, mais parce qu'il va faire l'éloge de l'amour dans la deuxième tirade, il valorise effectivement cette présence de sentiments encore possibles chez Camille. Et donc, ton cœur abattu, il a oublié sa leçon. On est d'accord que la leçon, c'est celle des nonnes. Cette possibilité, comme on disait tout à l'heure aussi avec Oscar, que finalement, elle a encore la liberté d'adhérer ou non à la leçon qu'on lui fait. Juste pour terminer là sur ce moment d'espoir que peut avoir Perdiccas, sur cette idée qu'il y a une vérité des sentiments de Camille qui est peut-être pas complètement figée, le fait qu'il y a la possibilité encore de s'extraire de cet enseignement moral religieux qui pèse si lourdement, d'accord? Et puis, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. À quoi est-ce que ça renvoie qu'on a déjà vu, mais cette fois-ci sans les négations, justement pour marquer peut-être l'espoir. Bucolique. Oui, il y a le côté bucolique avec cette herbe, ce côté, retrouver ce contact à côté de Perdiccas. Donc elle avait refusé la main, elle avait refusé le baiser, mais finalement elle accepte de venir s'asseoir tout proche sur l'herbe. Et puis peut-être une dernière chose aussi qui est mise en valeur, où nous voilà, avec le présentatif. Donc là, la subordonnée relative, qui vient compléter l'herbe. Mais nous voilà, qu'est-ce qui va nous intéresser avec le présentatif et le pronom? Cette idée que finalement, jusque-là, ça avait été tu, je t'accuse. Mais là, au final, c'est quoi l'espoir? Mais il y a cette idée il remet en lumière ce nous, cette harmonie possible avec le présentatif. Voilà, là, au bout de cette longue accusation. Je suis bien d'accord que là, il y a une note d'espoir, il y a une espèce de note lyrique. Il y a certainement ce reste de romantisme de Perdiccas au sens de c'est sa sensibilité qui parle. Il aime Camille sincèrement et il a toujours un bout d'espoir qu'il pourrait se passer quelque chose. De la même manière qu'il avait commencé par cette surprise d'avoir le rendez-vous à la petite fontaine alors qu'elle l'avait repoussé pendant 1 acte et demi. D'accord? Donc je pense qu'il a un bout d'espoir, mais que malgré tout, il est aussi en colère d'avoir été à ce point rejeté
et de la voir à ce point tenir ce discours des nonnes qu'il considère comme un masque et pas comme la réalité de ce qu'elle est. Okay, donc effectivement, je suis d'accord que son ego a certainement été touché. Alors ce petit moment lyrique, là, ce petit espoir, on est d'accord qu'il vient le briser lui-même tout de suite après. Eh bien Camille, ces femmes ont bien parlé, elles t'ont mise dans le vrai chemin, il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part, le ciel n'est pas pour elles. Cette sortie de tirade, on est d'accord qu'il a abandonné quand même quelque chose de l'ordre du lyrisme et qui revient profondément sur l'accusation. Comment est-ce qu'on le voit? La colère et l'accusation à nouveau. Oui, d'une part de l'interjection, du point d'exclamation, et donc en fait cette espèce d'accusation exclamative qui marquait aussi la colère qui était là. Camille, ces femmes ont bien parlé, elles t'ont mise dans le vrai chemin. Oui, il y a quand même une sacrée ironie qui n'avait pas été aussi franche. Donc c'est un nouveau procédé qu'il ajoute, cette ironie pour en fait ce T' avec cette idée que Camille est toujours dans cet endoctrinement et dans cette manipulation, d'accord, puisqu'elle est à nouveau objet de ces femmes. Délibérément aussi, il réemploie le mot femme à côté de l'apostrophe Camille, qui est une toute jeune fille. Donc ça revient à l'opposition qu'on avait eue entre la Vierge et les paroles de femme un peu plus tôt. Donc en fait, il réutilise d'une nouvelle manière un certain nombre de procédés pour vraiment appuyer sa colère et sortir de cette première tirade, qui, je vous le rappelle, est quand même largement une accusation, hein, pour vraiment asséner ces accusations. Petite nouveauté quand même dans ce qui suit, dans cette phrase, « Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie ». C'est-à-dire, il parle de lui. Et donc, dans quelle position il se donne, en disant « Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie ». Exactement. Il dit, en plus de tout ça, je serai moi aussi une victime collatérale. C'est-à-dire que les nonnes, il les accuse de cette manipulation dont Camille serait la victime. Ensuite, il accuse Camille, finalement, d'accepter tout ça et donc elle-même d'être coupable. Mais là, dans ce discours, finalement, qui est très de l'ordre du réquisitoire, il dit que la victime, en bout de course, c'est lui, parce qu'il n'aura pas le mariage, il n'aura pas l'amour, il n'aura pas ce qu'il espérait. D'accord? Et puis en plus, il pourra, c'est avec ce futur, comme si c'était une certitude. D'accord? L'avantage du futur aussi, c'est que c'est pas encore fait. Mais malgré tout, c'est pas du conditionnel, c'est du futur. Donc ça dit sa colère de se trouver victime de tout ce discours des nonnes en étant victime en dommages collatéraux. Alors, mais dis-leur cela de ma part, le ciel n'est pas pour elle. Alors, complètement. S'il termine par cette « le ciel n'est pas pour elle », c'est parce que ça renvoie à une croyance dans le domaine religieux, qui est, tu disais, si on fait le bien, on va au paradis. D'accord? Donc le ciel, c'est cette image, effectivement, de quand vous avez eu une vie vertueuse, vous êtes récompensé dans la vie après la mort pour accéder au paradis. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire en réalité? Qu'elles vont aller en enfer. Il est en train de vouer toutes les religieuses qui ont appris ça à Camille à l'enfer. Sauf qu'il ne dit pas, elles vont aller en enfer. Il dit, le ciel n'est pas pour elles. Donc c'est quelle figure de style? Oui, plutôt litote, peut-être. Peut-être plutôt litote avec la négation ici que l'euphémisme. D'accord? Donc il essaye d'atténuer la violence de condamner des nonnes à l'enfer, parce que peut-être qu'il lui reste quand même un petit peu de bienséance lui aussi. Néanmoins, c'est ce qu'il est en train de dire. Qu'il voue des religieuses à l'enfer au regard de cette éducation qu'elles font dans les couvents et qu'il juge être tellement contre nature que devant Dieu, elles seraient jugées négativement. Que ce ne serait pas une vertu que de pousser ses filles à repousser l'amour. D'accord? Donc l'accusation finale est quand même terriblement percutante par cette litote. Du coup, Camille, forcément, cette dernière accusation, ça va faire réagir. Ni pour moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle dit avec cette toute petite question rhétorique? Donc il l'accuse de la même manière. C'est-à-dire que de la même manière qu'il l'avait accusé là, elle a bien entendu l'accusation qui était à son égard-là, et donc quand elle dit « ni pour moi », elle sait que si elle choisit la voie de l'éducation religieuse, elle sera, du point de vue de Perdiccas, selon Perdiccas juge de la porte du paradis, elle sera vouée à l'enfer. Parce que ce ne sera pas que la vertu de choisir cet enseignement religieux contre l'émotion, contre les sentiments, contre l'amour. Qu'est-ce qu'on récapitule pour tout ce premier mouvement, cette première tirade? Donc pour récapituler ce premier mouvement, on va insister sur l'idée qu'on est bel et bien dans une large
accusation nourrie par la colère de Perdiccas, accusation de cette éducation religieuse menée par les nonnes qui endoctrinent et empêchent les jeunes filles de vivre, accusation de Camille qui adhère à ce discours et qui ne le remet pas en cause, accusation de l'ensemble qui fait de Perdiccas et donc qui contribue à ce grand crime contre l'amour, contre les émotions et contre le vivant. Et c'est parce qu'il va évoquer cet amour-là qu'on va basculer ensuite sur la deuxième tirade. Alors, pour le second mouvement, on est cette fois-ci sur la plaidoirie en faveur de l'amour avec cette conviction de Perdiccas qui considère que c'est l'essence même de la vie. On remarque qu'il n'a pas fait de cas de la réplique de Camille et qu'il est dans une forme de continuité de son discours et d'un discours qui est très construit. Donc on pourrait subdiviser le mouvement en différentes parties. Quelque chose finalement qui va introduire son propos et donc qu'on pourrait marquer sur les lignes 13 et 14 avec ces impératifs qui vont vraiment faire la leçon, mais la bonne leçon du point de vue de Perdiccas. Il va ensuite des lignes 14 à 17 avec tous les hommes sont, toutes les femmes sont, le monde n'est qu'un égout, faire un constat extrêmement négatif de la réalité du monde dans lequel il vit, donc vraiment tout est extrêmement péjoratif, on va y revenir. Et puis il y a cette rupture avec un 1er mai, conjonction de coordination d'opposition, avec la reprise de ce monde, et c'est ici qu'en fait on accède à la thèse de Perdiccas, c'est-à-dire cette valorisation de l'amour malgré peut-être ce qu'il peut avoir de négatif. On bascule ensuite sur une dernière étape de son discours à partir donc de la ligne 18 jusqu'à la fin, sur finalement des nuances qu'il apporte en supplément sur cette réflexion sur l'amour et cette idée qu'en fait il est parfaitement lucide sur son ambiguïté, puisqu'à chaque fois on va avoir une construction avec une première dimension négative et un mais qui va venir opposer cet amour qui domine. On reprend de la même manière ensuite cette idée négative, mais j'ai aimé, donc quelque chose qui valorise, quoi qu'il arrive, l'amour. Alors, pour la toute première partie, cette dimension d'introduction, outre les impératifs, on va pouvoir ajouter ce adieu Camille, donc avec l'apostrophe pour vraiment s'adresser à nouveau à elle, et adieu qui sonne un petit peu ce caractère irréversible, on n'est pas sur au revoir, mais adieu. Et puis on va pouvoir souligner aussi ces récits hideux qui t'ont empoisonné, donc on a toujours le T apostrophe où Camille est en position d'objet, donc ça renvoie toujours à ces leçons de l'éducation des couvents, mais avec hideux et empoisonné, ça prend presque une dimension monstrueuse qui rajoute du négatif et de la critique vis-à-vis du discours des nonnes.
en était sur notre thèse de Perdiccas qui faisait cet éloge de l'amour, d'accord? Avec ici les lignes 17-18, mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Rappelez-moi la double figure de style qui permettait justement de voir qu'on était sur un éloge de l'amour. Voilà, deux périphrases, cette idée que l'amour est d'abord appelé chose sainte et sublime. Dites-moi ce qu'on avait dit sur, parce que périphrase c'est toujours pour donner plus de mots que amour. Donc qu'est-ce que ça permettait de dire, de parler de l'amour comme une chose sainte et sublime? Exactement, mais donc ça veut dire que Perdiccas propose une nouvelle forme de religion que celle qu'il a critiquée effectivement, notamment dans la tirade précédente. Donc cette idée qu'il va finalement proposer quelque chose de supérieur à la religion développée dans les couvents, à savoir l'amour, qu'il considère lui-même comme une chose sainte et sublime et qui n'est pas a priori, qui ne va pas à l'encontre a priori du dogme chrétien. Et puis c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Rappelez-moi ce qu'elle avait comme intérêt, cette deuxième périphrase. Plutôt que de dire l'amour, pourquoi parler de l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux? Alors on avait parlé de cette référence mythologique, j'avais fait mon petit dessin. Donc le mythe de l'androgyne, c'est dans le banquet de Platon, un texte du IVe siècle avant Jésus-Christ. Exactement. Donc ce mythe de l'androgyne qui est dans le banquet de Platon, avec cette idée d'un homme originel qui aurait eu 2 têtes, 4 bras, 4 jambes et qui a été séparé en deux par punition divine, d'où le fait ensuite que l'espèce humaine va n'avoir de cesse que de retrouver sa moitié. Et avec cette idée que parfois effectivement il faut faire des erreurs avant de trouver sur sa véritable moitié. Avec notamment ces êtres si imparfaits et si affreux, on avait parlé des deux intensifs devant les adjectifs négatifs. Exactement, c'est-à-dire que alors qu'on part sur des êtres qui effectivement seraient chargés négativement et très fortement vu les intensifs, il y a la possibilité par l'union des deux de faire une métamorphose qui serait profondément positive. Ça va, tout le monde avait pris en note? Du coup, on en arrive à toutes les nuances que va apporter Perdiccas à partir de cette thèse. C'est-à-dire qu'il pose l'amour et il fait l'éloge comme un principe général, mais il va apporter des nuances pour montrer qu'il a par la suite une forme de lucidité, et on avait déjà indiqué que c'était construit à chaque fois avec ses oppositions, comme s'il fallait faire un premier constat et opposer l'idée que malgré tout l'amour peut dominer, parce que ce qui se retrouve à chaque fois dans les oppositions, c'est « mais on aime, mais j'ai aimé ». D'accord? Donc première nuance, on est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Qu'est-ce qu'on remarque ici sur la formule? Donc déjà il y a cette répétition effectivement de souvent en rythme ternaire. À quoi elle sert cette répétition du souvent? Donc, pour affirmer effectivement qu'il y a plutôt une réalité et un constat de souvent trompé, souvent blessé, souvent malheureux, c'est quand même plutôt ça l'amour. D'accord? Donc, ça tire effectivement un constat plutôt négatif en réalité sur l'amour. Exactement. Et donc, ça permet aussi de montrer que derrière les souvent, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va avoir une coloration négative, la tromperie, la blessure et le malheur. D'accord? Donc, effectivement, tromperie qui engendre de la douleur, qui engendre plus largement du malheur. Donc le souvent, avec cette fréquence, avec cette insistance sur le fait que c'est comme ça que ça fonctionne, va accentuer l'idée de douleur qui serait propre au sentiment amoureux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour marquer que ce sentiment amoureux est plutôt négatif par l'expérience qu'on peut en faire? Ok, on est sur un présent de vérité générale, d'accord? On est souvent trompé, souvent blessé, souvent malheureux, même si ensuite, ici, on ne répète pas le verbe être, d'accord? Quoi qu'il arrive, on est sur un présent de vérité générale. Mais, est-ce que... Enfin, pardon. Vous m'avez dit présent parce que vous voyez le verbe être, mais en fait, j'ai est trompé, est blessé. Qu'est-ce que c'est comme présent? Il me faut quelque chose de plus au niveau de la conjugaison. Ok, voix passive, d'accord? La voix passive. C'est-à-dire quand on dit le chat mange la souris est mangée par le chat. Et donc le présent de la voix passive se retrouve avec l'auxiliaire être et le participe passé du verbe qui nous intéresse. Donc en fait ici ce sont bien des présents de vérité générale, mais à la voix passive. Pourquoi est-ce que c'est forcément intéressant vu ce qu'il est en train de démontrer?
d'avoir déjà des présentes vérités générales, donc pour faire le constat. Mais pourquoi la voix passive, c'est intéressant? Alors déjà parce que ça englobe tout le monde, mais ce qui englobe tout le monde, c'est peut-être davantage le pronom « on » qui est généralisant. D'accord? Donc ça, c'est peut-être entre le présent de vérité générale et le pronom indéfini « on » qui englobe. Mais quelle est la portée de la voix passive? Quand on dit la souris est mangée par le chat, qu'est-ce qui lui arrive à cette pauvre souris? Exactement, ça montre qu'on subit. La voix passive, d'une manière générale, c'est pour marquer une forme de soumission de qui est le sujet du verbe. D'accord? Le chat mange la souris, c'est bien lui qui est en train de bondir pour aller attraper la pauvre bête. La souris est mangée, elle n'a rien demandé à personne, elle était tranquille dans son coin, elle se fait croquer. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est une voix, c'est-à-dire c'est une manière d'envisager l'action. La voix active, où justement on va montrer à quel point il y a une forme de dynamisme dans l'action, une prise en charge par le sujet. Et la voix passive, c'est pour montrer à quel point le sujet subit l'action et ne peut pas contrôler ce qui lui arrive. Donc en fait ici, pourquoi est-ce que ça nous intéresse que le « on » subisse cet amour? Et subisse le fait d'être souvent trompé, souvent blessé, souvent malheureux. Qu'est-ce que ça dit en fait du rapport entre les êtres humains et le sentiment amoureux? Exactement, on va être plutôt des victimes, qu'on va être plutôt dans cette soumission à l'amour et que ce n'est pas un domaine dans lequel on peut contrôler ni son cœur, ni les autres qui peuvent effectivement nous faire du mal. Au hasard, vous pensez à quelqu'un qui subit l'amour, qui lui tombe dessus et... Oh, notre ami Desgrieux, d'accord? Desgrieux, il aurait pu la sortir celle-là. Hein. On est souvent trompé en amour, ok, souvent blessé, souvent malheureux. Bon, Desgrieux, il aurait pu le dire. Sauf qu'il y a le mais. Mais on aime. Qu'est-ce qu'on va faire de cette opposition qui arrive après l'énumération? Cette fois-ci, on est passé à la voix active. Donc on reprend le même sujet, on, d'accord, ce qui crée effectivement l'idée de suite logique, l'opposition, et on est repassé avec le verbe aimer, conjugué au présent, et donc présent de vérité générale aussi, mais cette fois-ci à la voix active. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça du coup? Exactement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes les souffrances du monde, avec toutes les répétitions et avec toutes les soumissions possibles. La conclusion, c'est que l'amour l'emporte. D'accord? Et donc ça se joue en 3 petits mots avec juste le noyau verbal et l'opposition, avec un côté un peu évident, implacable, qui laisse penser que du point de vue de Perdiccas, l'amour l'emporte quoi qu'il arrive. Du coup, deuxième phase ensuite, parce que là il a mis la virgule, mais ça permet en fait d'enchaîner une autre nuance. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle nuance? Là, il va y avoir un nouveau « mais » effectivement qui va fonctionner sur le même principe. Faisons d'abord une forme de constat négatif et faisons, avec une autre forme très brève, très efficace, régner l'amour comme le seul maître de tout ça. Alors, je pense que comme il met toujours le « on », c'est la tombe de chacun d'entre nous, avec cette idée de généralité. Quand on est sur le bord de sa tombe, qu'est-ce que c'est comme figure de style? Est-ce qu'on est déjà mort? On est au bord de la mort, d'accord? Ça veut dire métaphoriquement être au bord de la mort. Simplement, plutôt que de dire être au bord de la mort, quand on dit on est sur le bord de sa tombe, c'est-à-dire sur le point de mourir ou dans ses derniers temps, dans ses derniers moments, derniers instants, ça dépend comment on le prend. Qu'est-ce que c'est comme figure de style? Euphémisme, d'accord. Donc effectivement, il y a une forme métaphorique qui vient nourrir ici l'euphémisme qui évoque la mort, d'accord? Et donc quand on est sur le bord de sa tombe, ça veut dire qu'en fait, avec cette généralité du « on » qui perdure, tout le monde va mourir un jour. Ça va là-dessus? On se retourne pour regarder en arrière. À nouveau, ça devient métaphorique de quoi? Ce regard en arrière et le fait de se retourner. Exactement. Donc, c'est-à-dire cette idée de regard rétrospectif sur la vie au moment où on s'apprête à la quitter, d'accord? Ce que font finalement pas mal de gens qui savent qu'ils vont mourir ou les personnes âgées, d'accord? Ils se remémorent ce qu'a été leur vie, d'accord? Pour faire finalement un espèce de constat et de se poser la question de si ça a été une belle vie ou non, d'accord? C'est des choses qui sont souvent répandues. Donc, cette idée-là de quand on est sur le bord de sa tombe et qu'on se retourne pour regarder en arrière, c'est vraiment de se dire qu'on est en train de parler vraiment de la finitude de la vie et en même temps de cet attrait pour observer quel était le sens de la vie qu'on a vécue. Qu'est-ce qui en a fait le sel de cette vie qu'on a vécue? Et la réponse de Perdiccas, elle est dans la suite. Et on se dit, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois,
mais j'ai aimé. Qu'est-ce qu'on remarque du coup dans sa réponse sur le regard rétrospectif pour juger de la qualité de sa propre vie? D'accord, donc effectivement, le fait de conclure par cette opposition que vous avez soulignée tout à l'heure, mais j'ai aimé, cette fois-ci c'est conjugué comment? Au passé composé, d'accord, hein, c'est le passé composé cette fois-ci de la voix active, il n'y a pas de piège là-dessus. Ça souligne à quel point le sentiment amoureux, il a été expérimenté et finalement, il a été posé là comme une évidence. Qu'est-ce qu'il a fallu accepter dans le sentiment amoureux? J'ai souffert souvent, d'accord, je me suis trompée quelques fois. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette acceptation du négatif avant d'en arriver à la conclusion que l'amour a dominé? Alors, le souvent qui a été repris ici, preuve que finalement, l'être humain n'est peut-être pas fait pour tomber immédiatement sur l'amour parfait et idéal, et qu'il faut accepter finalement cette souffrance pour. Et puis effectivement, le trompé qu'on avait eu précédemment, simplement, quelle est la nuance par rapport à avant? On est trompé, je me suis trompé quelquefois. Exactement, donc avec le pronom « je » qui revient 3 fois, déjà on se ressente sur l'expérience intime et individuelle, donc ça varie du pronom « on », et puis là, on est souvent trompé parce qu'on subit, mais là, dans « je me suis trompé », c'est quoi la nuance? Oui, ça veut dire qu'il assume ses erreurs, d'accord? C'est-à-dire, j'ai fait des erreurs et je les assume, alors que là, on les a subies. Mais la conclusion, toujours aussi implacable, toujours aussi bref, c'est que selon Perdiccas, ça vaut le coup. Donc le jeu, c'est à la fois de reprendre des éléments des termes qui sont avant, mais de leur apporter une nuance plus intime, plus personnelle et plus active pour sortir de cette phrase-là. Dernière phrase, c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. D'accord, donc forcément il y a le parallèle entre les textes et puis dans la pièce en général il y revient plusieurs fois, hein. C'est-à-dire que cet être factice c'est aussi celui qui a le masque de plâtre posé par les nobles. Donc l'être factice, clairement c'est une accusation de ce qu'est devenu Camille, d'accord? Donc non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui, cette fois-ci c'est pas créé par les nonnes et leur éducation, mais malgré tout l'être factice, très certainement au sortir de la tirade, c'est une manière d'accuser Camille de ne pas faire vrai dans son cœur, d'accord, de manquer de sincérité par rapport justement à cet amour. Quoi d'autre? Ok, donc ce qui va effectivement aller sur cette idée du libre arbitre et de la prise de décision, c'est parce qu'on va mettre en valeur le moi qui est ici. Donc effectivement, souligner, c'est moi qui ai vécu, et donc c'est moi qui ai pris mes décisions. C'est-à-dire qu'on revient à cette dimension beaucoup plus active dans l'amour, et donc le fait d'assumer ses sentiments, d'assumer ses choix, d'accord? Et c'est effectivement ce moi va devenir une antithèse par rapport à l'être factice, qui serait donc une construction sociale ou une construction liée à des sentiments qui sont négatifs, mon orgueil et mon ennui. Pourquoi est-ce qu'il souligne à ce point-là? Qu'est-ce qu'il est en train en fait de mettre en lumière en globalement s'opposant lui à travers le moi à Camille qui serait l'être factice dans ce dialogue qu'ils ont dans l'acte 2, scène 5? Qu'est-ce qu'il est en train de réclamer finalement à Camille? Oui, en tous les cas, il lui demande de prendre le temps d'observer vraiment ses sentiments et pas de les soumettre à des filtres qui les déforment. Il lui demande de la sincérité. Il lui demande de se recentrer sur elle et sur tout ce qui a pu l'animer. Ça va là-dessus? Donc il y a vraiment cette idée, en tous les cas, de sortir par le texte sur un appel à la sincérité dans les sentiments, même si le prix, ça doit être aussi peut-être une forme de souffrance. Rappelez-vous qu'on l'a revue là dans l'acte 2, scène 5, elle dit qu'à un moment, elle a aimé Perdiccas. Elle le dit au passé composé. Mais donc, Perdiccas fait un peu la supposition que certainement ses sentiments ne sont pas morts, et que justement, c'est d'autres facteurs qui viennent mettre des filtres contradictoires par rapport à ces sentiments-là. Qu'est-ce qu'on récapitule sur tout ce deuxième mouvement et cette deuxième tirade qui achève la scène? Sa défense de l'amour de manière lucide, puisqu'il arrive à en dresser les composantes négatives, mais pour mieux montrer la supériorité du sentiment amoureux, il voit la supériorité de l'amour, parce que c'est ce qui rend plus vivant, c'est ce qui fait que la vie elle a du sens, et que donc il y a une forme d'exaltation romantique, un idéal romantique. Ah non, mais de son point de vue à lui, d'accord?
Enfin, je veux dire, après, je suis d'accord que philosophiquement, on peut se positionner autrement que comme il le fait. Mais par rapport à cette tirade de Perdiccas, c'est ce que lui, il défend, d'accord, sur le plan argumentatif.